Bonjour Jean-Jacques. Jean-Jacques Fraté, bienvenue au CGJ, Cercle de généalogie juive. Je suis heureuse de vous accueillir. Vous allez parler de votre livre Belleville Mamie Blues, qui retrace l'histoire de votre famille, et en particulier celle de votre grand-mère de Tarnoff à Belleville. Et même avant que votre conférence ne commence, tout à l'heure, vous avez pu constater que votre livre suscitait déjà de l'intérêt, puisque plusieurs participants étaient ou sont allés à la même école que vous ou que vos parents, ou même ont habité la même rue que vous. Donc, vous avez déjà des lecteurs, et là, vous aurez des auditeurs extrêmement intéressés. Et ce sont vraiment des mondes disparus que vous retracez, aussi bien Tarnoff, qui n'est plus cette bourgade juive, que Belleville, ce quartier de Paris qui n'est plus le Belleville qu'ont connu vos grands-parents et que même vous avez pu connaître dans votre petite enfance. Avant de vous donner la parole, je voudrais rappeler aux auditeurs qui ne sont pas encore membres du CGJ que vous pouvez devenir membre du CGJ, que nous avons ici des ressources qui permettront de compléter ce que vous savez de vos familles. Donc, n'hésitez pas à venir voir notre site. Il est là pour vous et nous sommes là pour vous accueillir aussi. Bon, écoutez, Jean-Jacques, c'est à vous maintenant. Je sais que vous êtes informaticien et accordéoniste, mais c'est votre autre côté, historien, écrivain de votre famille, qui nous intéresse. Après, vous pourrez poser des questions par le chat ou par écrit. Je vous en prie, Jean-Jacques. Claire, je vous remercie pour l'introduction et je vous remercie surtout de votre invitation. Comme vous l'avez dit, ça permet de créer des connexions totalement inattendues en retrouvant avec Jacques quelqu'un qui a vécu aussi au 15 de la rue Vincent, dans un monde qui n'existe plus. Donc, les connexions se font très, très rapidement. Je voudrais juste, avant de rentrer un petit peu plus et vous raconter ce livre, je voudrais remercier Sylvie qui est connectée. Je te vois, Sylvie. Sans qui ce livre ne serait pas. Alors, Sylvie, c'est ma prof de français du lycée. On est resté en contact et sans ces coups de pied aux fesses, elle était pire que quand j'étais en classe, mais sans elle, ce livre n'existerait pas ou ne serait pas ce qu'il est en tout cas. Donc, un immense et éternel merci, Sylvie. Je t'embrasse. Donc, comme l'a dit Claire, donc je m'appelle Jean-Jacques Fradet. Moi, je suis né en 1969, donc dans le 12e, pas à Belleville. Donc, je suis un peu un renégat parce que je n'ai rejoint Belleville qu'à l'âge de 5 jours. Donc, par rapport à d'autres personnes du quartier, c'est un retard qui ne pourra jamais être rattrapé et comblé. Donc, moi, je suis né dans ce quartier et j'ai grandi, j'ai passé les premières années de ma vie dans ce Belleville qu'on a tous en mémoire et qui a été assez rapidement livré aux promoteurs et aux opérations de réhabilitation du quartier que tout le monde a vécu et que tout le monde a connu. Et finalement, c'est quelque chose qui est vraiment très ancré dans ma mémoire et un peu dans mes racines, où finalement je suis très attaché à quelque chose qui n'existe plus depuis longtemps, ainsi qu'à la culture populaire qui va autour de ce qu'était ce quartier avec ses petits commerces, ses cinémas, ses bistrots,
ces balles un petit peu plus avant que vous avez sans doute tous connu. Donc, comme Claire l'a mentionné, il y a sûrement évidemment un lien immédiat avec ma pratique de l'accordéon, qui est l'instrument que j'ai appris quand j'étais enfant. Donc ça, c'est sûrement un transfert freudien de mes parents. S'il y avait des psychiatres dans l'assemblée, il y aura un sujet à étudier. J'ai abandonné ça à l'âge de l'adolescence. C'est pas forcément l'instrument idéal pour séduire. Donc, voilà, je suis passé à des instruments qui mettaient plus le produit en valeur. Donc, je me suis mis à la guitare et je joue un peu de piano. J'aime bien vivre et j'aime bien le bon vin. J'aime bien la cuisine. Et la petite parenthèse a son importance. À part le gefilte fish, avec qui j'ai quand même une histoire un petit peu difficile et contrariée. J'ai essayé des centaines de fois et des centaines de fois, j'y arrive pas. Donc, je crois qu'on a définitivement une incompréhension sur ce plat, mais c'est à peu près le seul. Et c'est quelque chose par lequel j'aime bien commencer et que j'essaie d'expliquer un peu dans le livre. C'est qu'en fait, toute cette transmission avec cette culture, avec quelque chose qui finit par se dissoudre petit à petit avec le temps. Finalement, il y a une très, très forte mémoire, je trouve, qui est liée à la gastronomie, qui rappelle des moments, qui rappelle des saveurs et qui fait un peu voyager dans le temps. Il y a plusieurs passages dans le livre qui tournent autour de ça. Ma grand-mère nous racontait souvent quand il y a eu les invasions cosaques, pas les inventions, pardon, les invasions cosaques au début des années 20. Donc, quand les Cosaques arrivaient à Tarnov, mon arrière-grand-mère avait reconverti le bord de sa fenêtre en pâtisserie clandestine où, avant d'être des parts de liqueur aux Cosaques pour 3 fois rien, et ce qui leur avait sans doute permis d'éviter quelques exactions ou pillages. Donc, ce lien avec la cuisine, c'est un petit peu aussi un fil rouge tout au long du livre, qui est important et qui pour moi constitue vraiment une trace essentielle encore jusqu'à aujourd'hui. Vous verrez dans le support, il y a un certain nombre d'extraits de livres. Évidemment, je vais plutôt vous raconter des anecdotes ou pourquoi ou comment. Je vous laisserai lire la présentation et si vous la voulez, vous me contactez, je pourrais vous l'envoyer. Il y a aucun souci. Je pense qu'il résume bien le livre, c'est cet épigraphe dont je rends la paternité à celle qui me l'a soufflé, dont je parlais tout à l'heure. Donc voilà, où se rencontrent les morts si ce n'est sur les lèvres des vivants. De parler de cette culture, de ces personnes, de ce qu'ils ont vécu, de leur joie, leur peine, leur vie. C'est aussi une manière de les faire continuer à vivre et continuer à exister. Et c'est aussi quelque chose qui permet d'être dans une transmission. Donc, c'est peut-être, voilà, à l'aube, j'ai dépassé la cinquantaine, c'est aussi une manière de passer le témoin à mes enfants. Ils en feront ce qu'ils veulent. Voilà, moi, j'aurais transmis cette partie-là. Après, à eux de la faire voguer ou pas. Ce livre, il est né où? Faut que je vous raconte cette anecdote. C'est assez incompréhensible. Je revenais du boulot, donc je sais qu'il y a quelqu'un qui est connecté. Donc, en plus, c'est ma DRH, mais je l'adore. Donc, Stéphanie, je t'embrasse. Je revenais du boulot très tard. Je ne vais pas dire que j'étais parti tôt, sinon on va avoir des histoires. Et j'étais au feu rouge porte-maillot sur mon scooter. Et je ne sais pas comment c'est venu. Les 2-3 premières phrases du livre me sont venues en tête. Au feu rouge. J'ai pas redémarré. Il y a un type qui klaxonnait derrière. Ça a duré 30 secondes. Voilà, j'étais comme un peu sur un nuage, un peu parti. Finalement, c'est le klaxon qui m'a un peu ramené à la réalité. Et ça a commencé le soir comme ça. Donc, c'était le tout début. Donc, grâce au feu rouge de la porte. Si le feu avait été ouvert, il n'y aurait peut-être pas de livre.
Donc, comme quoi, quelques micros événements peuvent déclencher des belles histoires. Et celle-ci en est une. Donc, le livre est un grand voyage qui commence à Tarnów, où est née ma grand-mère. Non, pas où est née ma grand-mère, où vivaient mes arrière-grands-parents, puisque ma grand-mère est née, elle, dans la maison de sa propre grand-mère, dans un minuscule village qui s'appelle Radomysz Wielki, qui est à 30-40 km de Tarnów, qui est perdu au beau milieu de la forêt. C'est assez curieux quand j'y suis allé pour écrire la dernière page du livre. On fait 35 km, on traverse qu'une forêt extrêmement épaisse et sombre, et on tombe. Alors aujourd'hui, c'est un petit village, je sais pas, qui doit faire 1500 habitants. Arriver à s'imaginer ce que cet endroit pouvait être en 1911, comment des gens de catégorie très modeste de la communauté juive à cette époque en Pologne aient pu atterrir là et pu vivre là, ça paraît quelque chose qui est totalement inexplicable. Donc le voyage a commencé à Tarnów, donc 1911, l'année de naissance de ma grand-mère, qui donc a passé sa jeunesse sur Tarnów, la Galicie, n'avait jamais dépassé, je pense, les limites qui les emmenaient à Cracovie, qui est à peu près à 90 km à l'ouest. Parce que Tarnów s'est situé entre Lviv et Cracovie, donc je pense que le plus loin où ils avaient tous dû aller était Cracovie. Et sous la contrainte et l'augmentation des pogroms en 1928, mon arrière-grand-père prend la décision de quitter le pays. Donc, il va faire une première reconnaissance à Belleville, où habite son frère. Et ce frère, avec 18 années d'avance, l'a précédé à Belleville, parce que c'est un type un peu bizarre qui est émigré aux États-Unis tout début des années 1910 et qui s'est installé quelques années à New York et qui avait pour ambition d'ouvrir un délicatessen, de faire fortune dans le délicatessen. Le truc, c'est qu'il l'a établi pas très loin de Harlem, donc il a fait faillite assez vite, que c'était pas vraiment le coin où il fallait ouvrir ce genre de boutique. Et finalement, sur le chemin du retour, il s'est arrêté à Belleville, il y est resté. Donc du coup, mon arrière-grand-père s'est remis en relation avec ce frère et s'est retrouvé à aller faire un voyage de découverte et d'initiation à Belleville, où il a trouvé une atmosphère et un endroit où il a perçu qu'il pouvait venir s'installer avec sa famille dans un endroit beaucoup plus sûr que celui dans lequel ils étaient préalablement. Donc, il retourne en Pologne et le grand voyage commence pour venir jusqu'à Belleville, où il s'installe, il trouve un petit appartement qui se trouve à Place du Puy. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous voient où se trouve cette impasse. C'est une petite impasse qui est en forme de T, qui donnait d'un côté rue Rébéval et de l'autre côté qui donnait rue Lauzun et qui sortait rue de l'Atlas. Donc, je pense sans doute juste en face de la clinique où vous êtes né, Jacques. Donc, dans cette petite impasse où est prise la photo de couverture du livre, il trouve un petit appartement au rez-de-chaussée, il s'installe là. Le voyage, ensuite, ils s'installent à Paris, ils commencent à faire leur vie, leurs enfants font leur vie, se marient, s'installent, ont leurs enfants, et puis évidemment les choses commencent à se gâter pendant la guerre. Donc
je raconte aussi l'arrestation du mari de ma grand-mère, qui est finalement le point de départ de cette histoire. Que cette histoire a commencé pour moi en 1993, au décès de mamie, puisqu'on était en train de ranger des papiers pour déménager son appartement, et on tombe sur le document que je vais vous partager, voilà, donc qui est le petit document sur la gauche, qui est l'acte de disparition de Yankel Zajman, qui a été arrêté le 7 septembre 1942, qui était interné à Drancy et qui était déporté à Auschwitz le 16 septembre 1942. Donc, pour le papier sur cette vieille valise, là, telle qu'en avaient les personnes âgées, un peu vieux cuir marron flétri. Le seul truc, c'est qu'il y a quelque chose qui marche pas très bien, puisque donc Yankel Zajman, depuis mon enfance, et mon grand-père, donc le mari de ma grand-mère, le seul petit problème, c'est que maman est née 2 ans après. Donc on découvre, et maman et moi, à ce moment-là, que la personne que maman a, je ne vais pas dire considéré, parce que c'est toujours son papa, mais et que moi, mon grand-père, dans l'histoire familiale, finalement, c'est quelqu'un d'autre. Donc voilà, on trouve ça. Moi, j'ai 23 ans. On continue après, la vie reprend ses droits, et finalement, c'est un peu comme les bulles dans une coupe de champagne. Des fois, les bulles mettent du temps à monter à la surface, et moi, les bulles ont mis à peu près 25 ans à remonter à la surface, et m'a amené à me reposer des questions. Ça a commencé à m'interroger. Et ce livre est une sorte d'enquête. C'est un peu une sorte de roman policier a posteriori, donc avec 70 ans de retard. Mais c'est l'enquête sur finalement qu'est-ce qui s'est passé entre 1942 et 1944. Quel a été l'itinéraire de ma grand-mère? Qu'est-ce qu'elle a fait? Où est-elle allée? Qui a-t-elle rencontré? Et du coup, potentiellement, qui peut être mon grand-père. Donc, c'est toute cette histoire que j'ai essayé de raconter. Alors, on pourrait croire que c'est quelque chose de voilà, un peu de triste, un peu de. Alors moi, je me suis beaucoup amusé. Il y a beaucoup de choses drôles dans le livre. C'est pas un livre larmoyant. C'est pas un livre. C'est pas évidemment, il y a des passages qui sont pas gais forcément, parce que quand on raconte l'histoire, l'histoire est ce qu'elle est. Mais c'est aussi quelque chose qui est très optimiste, qui est très qui donne envie d'avancer, qui donne envie de s'en sortir. Et puis je pense qu'il y a pas mal de passages d'anecdotes assez drôles qui m'ont notamment été racontés par Edmond, qui du coup a connu la rue Vincent et le 15 de la rue Vincent assez tôt, puisqu'il est né en 1930. Et l'a quitté en 60. Donc il y a énormément d'anecdotes du quartier sur tout ce qu'il a pu se passer dans cette rue, dans cette cour, sur la rampe d'escalier, avec les concierges, tous les personnages un peu haut en couleur qu'il y avait autour de ce quartier, qui sont et qui font totalement partie de l'histoire du livre. Donc, un livre avec une enquête, mais une enquête qui part pas non plus de rien, puisque on a quand même un petit sujet dans la famille. Alors, on est très fiers de compter parmi les nôtres Charles Denner, que je présente pas. Et
comme la photo le montre. Donc, à gauche, vous avez Charles, et à droite, vous avez maman. Donc, il y a quelques années, hein, pas tant que ça, voilà. Et finalement, bah, on a grandi un peu avec le mythe familial que bah, maman était on va dire le sosie au féminin de son cousin Germain, ce qui bah, peut arriver, hein, après tout, pourquoi pas. Et finalement, bah, cette histoire, je vous ai dit, hein, les bulles ont mis 20 à 25 ans à remonter. Et au bout d'un moment, quand j'ai commencé à travailler sur ce livre, sur cette enquête, bah, finalement, voilà, quand on recherche des suspects, on commence à se dire, tiens, voilà, deux personnes se ressemblent quand même plus qu'étrangement. Et donc, ce qui était un peu un sujet de plaisanterie familiale, bah, il y a peut-être un petit peu plus à creuser autour de ça. Donc, dans les différents suspects et les différents personnages qui font l'objet de l'enquête, bah, évidemment, il y a des passages importants bah, autour de la famille de Charles, de ses parents et puis bah, de leur vie aussi. Donc, on retrouve Charles, ses frères, sa sœur aussi dans le livre avec des anecdotes nombreuses. J'ai eu la chance de retrouver une source qui était vraiment émouvante, qui était deux DVD d'interviews qui avaient été faits par la sœur aînée de Charles quelques années avant son décès, où bah, elle racontait aussi leur vie en Pologne, la vie de leurs parents en Pologne, comment ils s'étaient rencontrés, comment ils étaient partis aussi, quels avaient été leurs déboires à leur installation, leur arrivée à l'école, les jalousies, les moqueries, certaines frustrations aussi, bah, parce que même si certains étaient doués à l'école, bah, il a fallu aller bosser pour faire bouillir la marmite. Donc, le livre explique aussi un petit peu tout ça, comment ces gens ont travaillé extrêmement dur pour s'intégrer et se fondre dans la population. Donc voilà, c'est quelque chose aussi que vous retrouverez dans le livre. Donc, Tarnów, au début des années 1900, c'est une ville qui avait 50% d'habitants qui appartenaient à la communauté catholique, 50% qui appartenaient à la communauté juive. Avec, bah, il y avait deux grandes synagogues, il y avait un mikvé, dont vous avez une photo sur une vieille carte postale. Et bah, les choses se passaient globalement jusqu'aux années 15, 16, malgré les conflits, finalement, ce qu'on a récupéré des témoignages, qu'il y avait quand même une cohabitation qui se faisait, bah, les choses se sont dégradées petit à petit, bah, ce qui les a amenés à faire leurs valises pour arriver à Belleville. Donc, ils sont arrivés là. Donc Belleville, c'est un quartier qui a été rattaché à Paris au milieu du 19e siècle et qui de tout temps a été, alors pour ceux qui l'ont fréquenté avant moi, évidemment, je ne vous apprends rien, mais ça a été de manière successive vraiment une terre où bah, les gens un peu venus d'ailleurs venaient s'installer. Sans doute que le loyer était un peu moins cher qu'ailleurs. Il y avait aussi du travail, il y avait des industries et aussi beaucoup d'artisanat dans le cuir parce qu'il y avait une activité de tannerie qui était importante, qui était essentiellement alimentée par les abattoirs qui étaient à la Villette. Donc, il y avait aussi beaucoup de métiers du cuir qui étaient installés dans ce coin de Paris. Donc, bah, il y a eu toutes les vagues d'immigration successives. Il y a eu bah, les Juifs d'Europe de l'Est, les Juifs allemands, les Juifs d'Afrique du Nord qui sont arrivés, après les Maghrébins d'Afrique du Nord, après les Asiatiques. Donc, et ça a été une sédimentation successive de la vie de quartier. Et dans le livre, sur le témoignage d'Edmond qui racontait qu'à
les autochtones se mélangeaient un petit peu entre les gens qui voyaient, qui entendaient parler des langues ou des dialectes un peu exotiques. Donc, à la fin, une sorte d'espéranto qui s'était créé, où les gens mélangeaient un petit peu toutes sortes de syntaxes et toutes sortes de mots dans des phrases un peu improbables. Donc, là, je vous ai mis le Belleville-Pâté au milieu. Le Belleville-Pâté, c'est là que ma grand-mère a rencontré son mari, qu'elle a épousé le 30 décembre 1930. Et elle a rencontré une séance de Longe Bleu, où elle était allée avec sa sœur. Donc, il était venu s'installer à côté. Et puis, lui a fait la cour, voilà, selon les règles en vigueur. Et dans les papiers qu'on a retrouvés, on a retrouvé leur contrat de mariage qui est rédigé en yiddish aussi. Donc, on a quelques pièces qui datent de cette époque, et ils se sont mariés à la mairie du 20e, et on fait un repas de mariage dans un tout petit restaurant du 20e arrondissement qui était tenu par un couple de Polonais qui venaient de Radomko. Donc, un repas de mariage assez typique pour initier, on va dire. Je parle aussi pas mal de tout ce qui était autour de la vie de quartier, parce que comme l'a écrit merveilleusement Henri Raximov dans la préface qu'il m'a offert, Belleville, c'est une petite ville qui ressemblait quelque part un peu de manière gigogne. C'est une ville totalement autonome qui était ancrée dans Paris, un peu comme des poupées russes. Et beaucoup de Bellevillois ont à peu près jamais quitté Belleville pendant longtemps, vu qu'on y trouvait de tout. On pouvait y travailler. Toute la culture populaire y était accessible. Il y avait des théâtres, il y avait des cinémas, il y avait des bals. On pouvait s'y vêtir. Il y avait des tailleurs à foison, s'y chausser avec les artisans du cuir. Donc, il n'y avait pas forcément de raison d'aller ailleurs. Et il y avait aussi, évidemment, les bals qui étaient nombreux, qui étaient partout. Donc, j'ai fait aussi une exploration et un travail de recherche important sur les différents bals, comment ça se passait, ce qu'il y avait. Donc, on y retrouve le Sagaz, on y retrouve le Ramponneau et d'autres cafés. Des anecdotes où je raconte que l'accordéoniste jouait sur une armoire perchée parce que toutes les soirées se finissaient en bagarre. Donc, il y avait des orchestres qui étaient en dehors des danseurs pour pas que ça se finisse mal. Les tabourets étaient vissés aussi. Donc, voilà, beaucoup de récits autour de la vie de ces bals, des danseurs, des accordéonistes aussi que vous pourrez retrouver dans le récit. Et puis, évidemment, toute la vie du Belleville Yiddish avec les commerçants, avec les voisins, avec toute la vie sociale qu'on pouvait retrouver à côté. Et quelques récits avec des connaissances qui se sont faits. Donc, il y a un fameux chiffonnier que vous retrouverez dans le livre également, qui est un personnage extrêmement pittoresque, spécialisé dans le schmattès, évidemment, comme il se doit. Donc, on retrouve aussi toute cette vie, toute cette culture. En bas, la petite pièce que vous voyez, c'est un petit almanach qui était disponible et qu'on pouvait trouver en Pologne, qui était du coup un guide pour les arrivants, en leur expliquant ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire, comment ne pas se faire escroquer, même si certains se faisaient quand même avoir et dépouiller par des malandrins. Et il y avait un guide almanach des bons endroits où on pouvait trouver de l'aide, où on pouvait apprendre le français, on pouvait trouver du boulot. Donc, vous trouverez aussi des petites pièces de ce genre dans le livre.
Et puis, Belleville, c'est aussi les cafés. Donc, il y avait 4 coins, donc il y avait beaucoup de cafés. Donc, la Vielleuse qui existe encore toujours aujourd'hui. Et puis, la Vielleuse, on y retrouve le célèbre miroir qui a été brisé par un coup de canon de la Grosse Bertha pendant la Première Guerre mondiale. Donc, le miroir subsiste encore. En face, le quartier a été rasé et n'existe plus. Et puis, pour ceux qui connaissent la rue Vincent, en haut de la rue Vincent, dans la rue Révéval, il y avait le café au coin de Chériton, qui était du coup l'entrée de l'impasse du Puy et de la rue Révéval, où se retrouvaient les collabos qui étaient à l'œuvre dans le quartier. Donc, il y avait le boulanger, qui est aussi un des personnages moins sympathiques qu'on va retrouver dans le livre et qui guettait les personnes à dénoncer. Donc, on retrouve tout ça. Dans le livre, on retrouve aussi, j'ai voulu créer un parallèle sur la progression dans le temps entre la situation telle qu'elle était en France, donc qui était la vie de mes arrière-grands-parents et de ma grand-mère, et en parallèle l'histoire de Tarnoff pendant cette Seconde Guerre mondiale, jusqu'au moment où la ville a été décrétée, je vous le donnerai. Donc, on a un petit peu un va-et-vient entre tous les événements qui se sont passés à Tarnoff, et puis du coup, l'histoire familiale qui continue de se dérouler en France. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le 7 septembre 1942, le mari de ma grand-mère est raflé chez lui par 4 flics du commissariat du 19e. Et suite à ça, c'est aussi le départ de ma grand-mère, qui va, quelques temps après, quitter Paris pour aller se cacher à Grenoble avec la sœur aînée de maman qui avait 2 ans. Oh non, là, elle n'avait même pas 2 ans, elle avait quelques mois, puisqu'elle est née au printemps 1942, excusez-moi. Donc, tout on va dire, le processus qui l'amène à partir, mais elle part toute seule. Elle doit laisser ses parents, parce qu'ils sont trop vieux, ils n'ont pas la force de l'accompagner à Grenoble. Donc, elle sait qu'elle doit partir, mais de l'autre côté, elle laisse ses parents à Paris. Donc, toujours un peu un dilemme et une balance entre on sait qu'il faut le faire, mais d'un autre côté, on n'a pas envie de le faire, mais il faut le faire quand même. Donc, c'est un peu toute cette charge émotionnelle que j'ai essayé de raconter dans le livre. Et elle restera tiraillée tout le long de son séjour à Grenoble, puisque au bout d'1 an, une fois qu'elle a ses faux papiers pour elle et pour sa fille aînée, elle s'arrange pour faire des faux papiers pour ses propres parents, et elle revient à Paris. Donc, c'est la seule personne que les passeurs ont dû voir passer dans les 2 sens, puisque elle ne supporte pas d'être loin de ses parents, en se demandant ce qui peut leur arriver. Donc, elle a réussi à leur faire des faux papiers par les réseaux de résistants qui lui ont fait ses propres papiers, et elle revient à Paris pour essayer de les sauver. C'est l'interprétation que moi j'en fais. Après, ça reste mon analyse, mais voilà, elle revient à Paris, et elle les retrouve parce qu'ils sont encore là. Donc, il y a une conjonction de dates. Donc, dans ce voyage entre le départ, les gens qu'elle a rencontrés à Grenoble, il y a un peu tous les différents suspects qui se présentent. Le récit de son passage en zone libre, sur le chemin de l'Allée, prendre le train de Paris à Moulins, quand on a un accent aussi prononcé que celui de Popek avec un bébé. Est-ce qu'on a une chance d'arriver ou pas? Donc, elle a eu cette chance.
Elle a réussi à arriver jusqu'au village où officiait le passeur, qui était celui qui avait fait passer ses sœurs quelques temps auparavant. Donc, elle est partie là-bas, elle avait juste le nom et le nom du village qui était écrit au fin fond d'un paquet de gitanes. Donc, ça ressemblait plus à un peu un saut vers plus que de l'inconnu qu'autre chose. Mais voilà, le sort et la chance a fait que lors d'un contrôle dans le train, il y a un fonctionnaire qui se rendait à Vichy, parce que c'était la ligne de train qui allait à Vichy, qui, au moment du contrôle allemand, a pris son bébé dans ses bras et a présenté ses propres papiers. Donc, ils l'ont pris pour son mari, ils n'ont pas demandé ses papiers. Et le train est reparti. Donc, voilà, comme quoi les destinées, des fois, se jouent à pas grand-chose. Donc, je vous ai parlé des suspects. Les suspects, qui sont-ils? Ce sont toutes les personnes que j'ai pu identifier comme étant sur le parcours de ma grand-mère, entre 8 et 9 mois avant la naissance de maman, donc autour d'octobre 43. Donc, évidemment, le suspect numéro 1, comme on dit dans les feuilletons policiers, le beau-frère, donc le père de Charles, s'y expliquerait une gémellité supérieure à la moyenne. Il y a eu des histoires avec le collabo de la rue Rébéval qui savait très bien qui ils étaient et qui jusqu'à là ne les a pas dénoncés. Pourquoi? On ne sait pas. Un maquisard qu'elle a rencontré à Grenoble, un soldat de la Wehrmacht qui traînait souvent rue Vincent, un peu perdu là-dedans, et puis un chargé de rafle aussi qui officiait à Paris et qui présentait la particularité d'être le premier capitaine de l'équipe de France de football lors de la Coupe du Monde en Uruguay, qui a tourné, qui était un escroc notoire et qui évidemment a fini par tomber dans la collaboration la plus abjecte pendant la guerre. Donc voilà, toutes ces différentes personnes sont des gens qui ont croisé son chemin. Donc, il y a plusieurs hypothèses qui peuvent être élaborées. Donc, je vous présente mes arrière-grands-parents, Aaron et Rosa. Il y a deux petits documents sur la gauche qui sont leurs certificats de présence à Drancy. Ils ont été arrêtés le 8 août 44. Donc, 8 août 44, c'est évidemment très, très près de la libération de Paris. Donc, ils se sont fait rafler pendant que ma grand-mère était à la maternité lors de la naissance de maman. Et ils se sont retrouvés à Drancy pendant la débâcle. Et ils devaient faire partie du dernier convoi. Et pour une raison totalement mystérieuse, incroyable, il leur a été annoncé que finalement, ils ne prendraient pas ce convoi, mais celui d'après. Et il n'y a jamais eu de convoi après. Le camp a été libéré. Et ils ont pu du coup regagner leur impasse du Puy au mois d'août 1944. Donc, leurs cartes qui leur ont été délivrées par la Croix-Rouge française quand le camp a été libéré. Donc ça, c'est la famille en Pologne, avec, je pense, avant les années 28, c'était avant qu'ils partent. Donc ma grand-mère est là, la deuxième sur la gauche. Et puis, je ne vais pas vous lire tous les différents passages. J'espère que ça vous donnera envie de lire le livre. Après,
j'ai eu pas mal de chansons. Il y a une playlist que j'ai souhaité mettre dans le livre. Et voilà, cette photo, moi, a beaucoup été accompagnée par la chanson de Barbara, Dis quand reviendras-tu. Voilà. Donc, le temps qui passe se rattrape guère, tout le temps perdu ne se rattrape plus. Donc, mon voyage s'est fini à Tarnów. J'avais jamais mis les pieds en Pologne. Maman n'avait jamais mis les pieds en Pologne. Ne ressentait ni l'envie ni le besoin. Et j'ai eu envie d'aller écrire la dernière page du livre là-bas. Donc, on est parti avec Armelle, mon épouse. Avant de rejoindre mon nouvel employeur. 2 semaines avant, on est allé à Cracovie, puis après on est allé à Tarnów. Voilà, la dernière page du livre est écrite là-bas sur cette place de Tarnów, qui est une ville qui a perdu voilà, 50% de ses habitants, 50% de sa culture. Il y a un certain nombre de personnes de la communauté juive qui sont toujours installées là-bas. Certaines personnes qui viennent se réinstaller et qui recréent un embryon de vie et de communauté. Il y a un monsieur, si vous avez l'occasion de regarder sur Google ou sur Facebook, qui s'appelle Adam Bartosz, qui œuvre depuis des années pour la restauration du cimetière et qui a obtenu le fait que le cimetière soit à nouveau consacré. Et il était entièrement restauré. Il a inventorié toutes les pierres tombales. Donc, tous les descendants des gens qui ont vécu à Tarnów peuvent faire un certain nombre de recherches. Et avant la pandémie, il organisait une journée ou 2 journées au mois de juin avec des événements où des gens qui étaient éparpillés à peu près partout dans le monde venaient participer à ces événements à Tarnów. Donc, moi, mon voyage s'est terminé là-bas. Voilà, je veux juste vous lire les dernières phrases du livre et je vous remercie de m'avoir écouté, de l'attention que vous m'avez portée. Et si vous avez des questions, tout ce que vous voulez, n'hésitez pas. Donc, je vais visiter un pays qui n'existe plus, dont il ne reste plus aucune trace. Comme si Aaron, Rosa, Isaac, Kalman, Mamie et tous les autres n'avaient jamais existé. Plus rien ne reste de leur maison, de leur quartier, de leur lieu saint, de leur culture. Pourtant, tous sont encore là, à travers moi, à travers tant d'autres. Sur l'emplacement de la synagogue trône un McDonald's et dans le mikvé, on vend des babioles à 10 zloty, mais ce qu'ils représentent et ce qu'ils étaient ne s'éteindra pas. Je vous remercie de votre attention. Et Claire, je vous remercie encore une fois de l'invitation à partager cette petite histoire avec vous. Jean-Jacques, c'est nous qui vous remercions. Votre livre est très intéressant comme méthode. Je vois que quelqu'un dit, et vous remercie pour ce voyage dans le temps. C'est un voyage dans l'espace et dans le temps. Et comme cette conférence sera mise en ligne, d'autres pourront l'écouter et la réécouter. Je vais demander à ceux qui veulent de poser leurs questions, mais je vais peut-être commencer par en poser moi-même une. Est-ce que tout ce que vous avez raconté ou qu'on trouve également dans votre livre, est-ce que vous ne le savez, vous savez uniquement par les souvenirs de votre grand-mère ou vous êtes allé dans les archives aussi? Alors, des archives au sens officiel, non, mais des archives, j'ai cuisiné maman assez longuement. J'ai eu la chance de récupérer deux DVD assez longs où la sœur aînée de Charles Denner racontait ses souvenirs. Donc, il y a énormément de souvenirs de leur vie en Pologne qui datent elle était encore plus âgée, donc
date des années 15-20 qu'elle raconte dans cette interview. Énormément d'anecdotes qui m'ont été racontées par Edmond, le petit garçon qu'on voit jouer de la batterie dans le livre. Voilà, comme je disais tout à l'heure, qui va fêter là, dans quelques jours ses 90 printemps. Et puis, ça a été aussi un peu une introspection dans toutes les conversations totalement badines que j'ai pu avoir avec ma grand-mère, ou des choses qui remontent comme ça, qui étaient totalement enfouies, oubliées. Finalement, ah bah oui, tiens, finalement, je me rappelle, on avait parlé de telle personne, de tel endroit, de telle rencontre. Et voilà, après, c'était un puzzle à reconstituer. Bon, mais je pense que vous pourrez aller encore plus loin dans l'histoire de votre famille en consultant les archives, l'état civil. Il y a encore toutes sortes de ressources. D'ailleurs, nous pourrons vous aider à cela. Maintenant,